Bonjour à tous, donc on a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'un mardi de 30 minutes d'actualité. Et aujourd'hui avec nous, nous avons le professeur Futier qui va nous parler des actualités en ventilation mécanique périopératoire. Emmanuel, bonjour. Bonsoir Tu as Catherine. la parole. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous, notamment parce qu'en termes d'actualité, il y a du très très récent qui est maintenant disponible, puisque je vais vous parler assez rapidement, mais des recommandations qui sont disponibles sur le site du BJA depuis ce matin. Des recommandations, toute fraîche. on ne peut pas dire moins que ça, effectivement c'est tout frais, tout frais. Des recommandations qui ont pour vocation de, en tout cas, statuer sur un certain nombre d'éléments qu'on peut considérer comme transposables d'emblée à nos pratiques et qui sont théoriquement applicables, vous le verrez, pour un certain nombre de points dès demain dans vos blocs opératoires. Donc effectivement, ce sont des recommandations qui ont mis un petit peu de temps à se construire parce qu'on avait besoin d'avoir des données pour les étayer, les appuyer. Et enfin, on dispose de recommandations sur ce que l'on peut considérer être une stratégie de ventilation protective au bloc opératoire. Alors, on a besoin de recommandations. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a à peu près 300 millions de patients qui sont opérés sous anesthésie générale dans le monde, que malheureusement de nombreux patients développent des complications pulmonaires post-opératoires. Il est estimé qu'à peu près entre 10 et 35-40% de nos patients vont développer des complications pulmonaires post-opératoires avec des degrés de sévérité bien évidemment différents en fonction des complications et du type de complications dont il s'agit. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'un patient qui se complique est un patient qui va présenter un surrisque d'avoir un pronostic défavorable. Vous connaissez probablement ces résultats-là qui ont été publiés cet été dans le Lancet, qui nous rapportent des chiffres qui sont un petit peu inquiétants, puisque comme vous pouvez le constater, les complications post-opératoires, notamment dans les 30 premières journées post-opératoires, sont responsables d'une mortalité très élevée. Et ce papier rapporte qu'à peu près 8% de patients vont décéder du fait de complications post-opératoires dans les 30 jours après chirurgie. Donc un vrai problème qu'on a la possibilité de gérer, notamment, mais pas exclusivement, mais notamment par une meilleure prise en charge de nos patients sur le plan ventilatoire. Le poids des complications pulmonaires post-opératoires, il est bien connu. De nombreuses données dans la littérature se sont accumulées ces 10-15 dernières années. Un exemple parmi tant d'autres sur une méta-analyse de données individuelles qui nous rapporte que le risque de mortalité chez des patients qui développent une complication pulmonaire post-opératoire après chirurgie abdominale est de l'ordre de 12-13% et jusqu'à 30% après une chirurgie thoracique. Donc un poids très très lourd. Et malheureusement, ce que l'on constate dans les enquêtes de pratique qui sont faites en France et à l'étranger, c'est qu'il reste une extrême hétérogénéité de pratiques sur le réglage des ventilateurs au bloc opératoire. Et dans ce travail, l'étude Las Vegas, publiée dans l'European Journal il y a 2 ans maintenant, les auteurs retrouvés, vous voyez qu'un certain nombre de patients reçoivent encore malheureusement des stratégies de ventilation que l'on peut considérer comme étant absolument non protectives, puisque des volumes courants qui peuvent être parfois très élevés, jusqu'à 15-20 ml par kilo de poids idéal théorique, des niveaux de PEP qui sont parfois également un petit peu insuffisants, en dessous de 5 cm d'eau, et ce, quel que soit le niveau de risque attendu de complications pulmonaires, puisque sur cette partie-là de la diapositive, vous voyez que les points verts représentent les patients à faible risque, les points orange des patients à risque élevé. Finalement, indépendamment du niveau de risque attendu de ces patients-là, il n'y a pas de dissociation sur les stratégies. Et ça se traduit par des conséquences mécaniques ventilatoires, notamment en termes de pression motrice, qui sont également rattachables à la survenue d'un risque majoré de complications pulmonaires en post-opératoire. En France, on ne peut pas dire qu'on fasse beaucoup mieux qu'ailleurs. Des données de l'équipe de Montpellier, coordonnée par le professeur Samir Jaber, qui rapportait il y a quelques années maintenant, en 2012, qu'à peu près 80% des patients sont ventilés sans PEP, notamment pour les patients qui ont des poids considérés comme normaux, et même quand on s'intéresse à des patients qui ont des BMI élevés, 60, 70, 80% de ces patients ne recevaient pas à l'époque de la réalisation de cette étude de pression de fin d'expiration positive. Donc même en France, des données qui nous alertent sur probablement une possibilité d'amélioration de nos pratiques. Et on dispose bien évidemment de données dans la littérature suggérant une association au minimum statistique entre l'exposition à d'un risque majoré de complications pulmonaires et des réglages inadaptés, qu'il s'agisse de volume courant, qu'il s'agisse de pression de plateau. D'où l'importance d'avoir des recommandations, au moins pour qu'on parle un petit peu de la même chose et partir d'un consensus dont on pourra éventuellement et évidemment discuter, mais sur des éléments en tout cas étayés par de la littérature. Donc je vous propose de rapidement vous présenter certains des points de ces recommandations, donc encore une fois qui font l'objet d'une publication dans le BJA. Bien évidemment, tout ne sera pas détaillé et on pourra discuter, Catherine, de ces points si les internautes le souhaitent au travers des questions qui nous seront posées. Rapidement, ce qui concerne les premiers réglages du ventilateur,
après avoir réalisé son induction d'anesthésie, avoir intubé son patient. Il est aujourd'hui recommandé de régler son volume courant en se fixant un objectif maximal de volume courant de 6 à 8 ml par kilo de poids idéal théorique et une PEP de 5 cm d'eau. Dans un second temps, il est proposé également d'individualiser le niveau de pression de fin d'expiration positive en se fixant un objectif de pression motrice qui ne doit pas être trop élevé tout en gardant un niveau de volume courant bas, entre 6 et 8 ml par kilo de poids idéal théorique. Le réglage de la fraction inspirée en oxygène fait également l'objet d'une recommandation. Les experts proposent que ce réglage de fraction inspirée en oxygène soit aux alentours de 0,4 de réglage initial, en se fixant un objectif de saturation pulsée en oxygène aux alentours de 94%. Les experts n'ont pas souhaité émettre de recommandations concernant le mode de ventilation à préconiser dans un premier temps, puisqu'il n'y a pas de travaux bien faits qui recommandent l'utilisation d'un mode par rapport à un autre. Second axe des recommandations concerne le monitorage de la ventilation en cours d'intervention chirurgicale. Bien évidemment, les standards de monitorage restent valables sur la saturation pulsée en oxygène, sur la fraction téléexpiratoire en expirant en CO2. Tout ça reste valable, mais les experts ont également souhaité mettre en avant des éléments de mécanique ventilatoire qu'il faut probablement prendre en considération au bloc opératoire, comme c'est le cas aujourd'hui en réanimation, notamment la compliance, la pression motrice et la pression de plateau, qui doivent faire l'objet aujourd'hui d'un monitorage probablement un peu plus attentif que ce qu'on avait la possibilité de le faire ou ce qu'on avait l'habitude de le faire précédemment. Dernier point des recommandations que je souhaite mettre en avant aujourd'hui, c'est sur les recommandations qui ont été formulées concernant les manœuvres de recrutement alvéolaire, avec des recommandations qui sont formulées notamment sur les niveaux de pression à appliquer. Et il est proposé, en tout cas chez le patient non obèse, de se fixer des objectifs de pression aux alentours de 30 à 40 cm d'eau et d'aller jusqu'à 40-50 cm d'eau chez le patient obèse, en se fixant des objectifs modérés de durée d'application de ces niveaux de pression dans un objectif de sécurité. Il est bien évidemment recommandé également de surveiller le retentissement hémodynamique de ces manœuvres de recrutement, idéalement d'optimiser la prise en charge hémodynamique des patients avant d'avoir recours à ces procédures de recrutement. Et les experts ont également souhaité mettre en évidence le fait de ne pas avoir recours au back squeezing, vous savez, les manœuvres de recrutement manuelles qu'on avait la possibilité de faire précédemment. Aujourd'hui, il est proposé de les laisser de côté et de privilégier les manœuvres de recrutement automatisées. Enfin, sur la phase de réveil, donc juste avant au moment de la fin de la chirurgie et après extubation du patient, il est proposé de se fixer également des objectifs raisonnés d'administration d'oxygène, d'avoir recours à une oxygénothérapie que dans certains cas ciblée. En tout cas, les experts ont retenu, mais on pourra encore une fois en discuter, de ne mettre de l'oxygène chez nos patients après extubation lors d'une chirurgie réglée que lorsque la saturation pulsée en oxygène est en dessous de 94%. Et un point qui me semble au moins intéressant, c'est d'insister sur la nécessité de se questionner dès lors que l'oxygénothérapie devient nécessaire, et il n'est pas complètement illogique effectivement d'imaginer qu'un patient qui a besoin d'un maintien d'une oxygénothérapie à la sortie de la salle de réveil, il faille se poser la question du pourquoi avons-nous besoin de maintenir cette oxygénothérapie et aller chercher la cause expliquant le recours à cette oxygénothérapie. Alors bien évidemment, tout n'est pas réglé par ces recommandations. Il y a un certain nombre de points qui ne sont pas tranchés, notamment des typologies de chirurgie qui n'ont pas pu être incluses dans les recommandations parce qu'on n'avait pas à l'époque de ces recommandations de travaux. Et je souhaite, dans ces quelques dernières minutes, vous mettre en évidence quelques travaux qui feront probablement l'objet de recommandations dans l'avenir. La chirurgie cardiaque n'était pas ou peu explorée dans les recommandations parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de travaux. Aujourd'hui, on dispose enfin de travaux bien conduits et ça, c'est le travail de l'équipe de Marseille, de David Lagier, l'étude Provex qui a testé la possibilité de maintien d'une stratégie de ventilation pendant la chirurgie cardiaque à l'occasion chez des patients qui font l'objet d'une circulation extracorporelle. Et dans ce travail, l'étude Provex, chez 493 patients, l'équipe de David n'a pas réussi à démontrer de bénéfice au maintien d'une stratégie de ventilation en cours de CEC par rapport à une stratégie de ventilation conventionnelle, dite conventionnelle en tout cas à l'occasion de laquelle la ventilation n'était pas maintenue à l'occasion de la CEC. Donc en chirurgie cardiaque, des nouvelles également qui sont maintenant disponibles. Également des données nouvelles chez le patient obèse au travers de l'étude ProBèse qui a été publiée également cet été dans le JAMA. Les patients obèses ne faisaient pas l'objet de recommandations clairement identifiées dans le BJA, vous le verrez. Aussi, encore une fois, parce qu'on n'avait pas ou peu de données. L'étude ProBèse nous dit quoi? L'étude ProBèse nous dit que quand on applique des niveaux de PEP un peu élevés chez les patients de chirurgie qui ont pratiqué des manœuvres de recrutement alvéolaire, ça ne se traduit pas par un bénéfice en termes de réduction du risque de complications pulmonaires par rapport à l'utilisation de niveaux de PEP plus faibles
faible. Ce qui, mais on pourra encore une fois en discuter, de mon point de vue, est éminemment discutable. En tout cas, le design de cet essai pose un certain nombre de questions et c'est ce qu'on avait mis en évidence avec mon collègue Thomas Godet dans cet éditorial qui accompagnait l'étude Probez, notamment parce que dans ce travail, il testait des niveaux caricaturaux de pression de fin d'expiration positive, des niveaux très très bas versus des niveaux très très élevés. Et dans l'immense majorité des cas, bien évidemment, la logique se situe entre les deux, la vérité se situe entre les deux. Et puis, surtout, il ne mettait pas en avant la nécessité d'une individualisation, qui est également un point qui a été mis en exergue dans les recommandations proposées et publiées dans le BJA. Cette individualisation, à mon avis, elle doit être l'objet d'une attention toute particulière. Avec mon collègue, ami et partenaire Samir Jaber, on met en place une nouvelle étude, l'étude IMPROVE 2, qui est la suite de la première étude IMPROVE 1, publiée il y a maintenant quelques années, qui va tester cette stratégie de ventilation personnalisée en ajustant les niveaux de pression de fin d'expiration positive et de pratique des manœuvres de recrutement alvéolaire chez des patients bénéficiant d'une chirurgie abdominale urgente. Donc peut-être que dans les quelques années à venir, on aura également des informations nouvelles à vous communiquer là-dessus. Et j'en profite pour faire un petit peu de publicité, puisque si certains d'entre vous ont envie de rejoindre le groupe IMPROVE, bien évidemment, vous êtes les bienvenus dans l'aventure IMPROVE. Voilà. Merci Catherine. Merci beaucoup Emmanuel. Alors je rappelle à tous les gens qui nous suivent que vous pouvez envoyer vos questions, soit via le Facebook, soit sur le site de l'ASFAR. On en a déjà quelques questions. On parle beaucoup de... finalement, on se rend compte que pour faire les études, on prend des situations un petit peu fixes, un petit peu caricaturales. On fait un groupe avec pas beaucoup, un groupe avec beaucoup. Ouais. On est sûr d'avoir une bonne différence. Et en fait, on voit que les experts dans les recours reprennent la notion de personnalisation. Et donc, alors, au quotidien, comment on fait pour personnaliser ou individualiser? Et je pense que ça reprend une des questions que j'ai reçues et qui concernait finalement quel niveau de pression motrice, par exemple. Donc, comment on fait au quotidien pour le faire à la carte? C'est une excellente question et effectivement, tous les patients sont différents. Il y a de très nombreuses situations que l'on ne peut pas forcément toutes mettre dans un même sac. Et donc, il est important effectivement de se fixer des objectifs raisonnables, raisonnés et de personnaliser la stratégie, qu'elle soit ventilatoire, qu'elle soit également hémodynamique. Sur le plan de la ventilation, les choses peuvent être faites assez simplement, même si aujourd'hui on n'a pas de niveau de preuve très élevé suggérant un niveau de pression motrice à 13, à 14 ou à 15. Un des moyens de faire qui est assez élégant, c'est de se fixer des objectifs mécaniques ventilatoires assez simplement transposables dans notre pratique. Et ma proposition, mais on peut encore une fois en discuter, c'est de fonctionner de la façon suivante. Une fois qu'on a endormi le patient, qu'on a réglé les problèmes hémodynamiques parfois rencontrés à l'occasion de ces périodes un peu critiques, on réalise une première manœuvre de recrutement alvéolaire pour s'affranchir de toute la problématique des atelectasies éventuellement qui se forment lors de l'induction. Et on règle son ventilateur sur un poumon qui a priori ne fait plus l'objet d'atelectasie. On règle son volume courant entre 6 et 8 ml par kilo de poids idéal théorique et on ajuste la pression de fin d'expiration positive de sorte que la pression motrice maximale ne dépasse pas 13 à 15 cm d'eau. L'un des moyens de faire également, c'est à ce moment-là. Alors la pression motrice, oui, pardon, effectivement, la pression motrice, c'est la différence entre la pression de plateau et la pression de fin d'expiration positive. Dès lors qu'on applique un temps de pause téléinspiratoire suffisamment long sur son ventilateur, même sur un ventilateur d'anesthésie, on a la possibilité d'accéder à cette information pression de plateau. Et si vous faites la pression de plateau moins la PEP, ça vous donne une valeur qui est la pression motrice, qui est un reflet également de la compliance régnant dans le système respiratoire. Donc l'idée, c'est de régler son niveau de fin d'expiration positive, de sorte que la pression motrice, donc cette fameuse différence entre la pression de plateau et la PEP, ne dépasse pas 13 à 15 cm d'eau. Un moyen assez élégant également, c'est de faire une mesure de la compliance. Vous savez, les fameuses boucles pression-volume qui sont disponibles sur tous les ventilateurs d'anesthésie. Vous faites une photographie à l'instant T, avant que la chirurgie commence, de ce qu'est la compliance de votre patient. Et ça peut vous donner un argument supplémentaire, le cas échéant, pour reproduire une manœuvre de recrutement alvéolaire si jamais la compliance est amenée à évoluer pendant la chirurgie. À condition chirurgicale. À condition chirurgicale, évidemment, identique. Ok, alors tu nous as parlé de manœuvre de recrutement. Moi, j'ai l'impression qu'en lisant les recos des experts, en fait, c'est pas des recos pour. En fait, c'est pas des recos qui disent qu'il faut les faire. C'est des recos qui disent comment il ne faut pas les faire. Pas au ballon, pas à la main, parce que là, on maîtrise rien du tout, on maîtrise pas la pression.
Est-ce que tu as déjà un peu expliqué, toi, comment tu pensais qu'il fallait les gérer? Donc, en post-induction, probablement pour aller recruter des atelectasies post-induction. Et puis après, par exemple, en suivant L'évolution des cliniques. l'évolution clinique, potentiellement la compliance. Oui. Donc, tu es passé rapidement et j'ai une question juste sur, donc, si on ne la fait pas au ballon, comment on la fait? Alors aujourd'hui, heureusement, de plus en plus simple, puisque quels que soient les modèles de ventilateurs, quels que soient les industriels présents dans vos blocs opératoires, que ce soit Drager, General Electric, MEC, enfin bref, tous y sont venus. Tous les ventilateurs d'anesthésie de dernière génération proposent aujourd'hui des méthodes de recrutement qui sont totalement automatisables et totalement automatisées. Et donc en fonction des typologies de chirurgie que vous avez dans vos blocs opératoires, vous avez la possibilité de programmer des manœuvres de recrutement alvéolaire en se fixant des objectifs de pression maximale, des durées de recrutement, un certain nombre de cycles de ventilation. Et donc tout est automatisable. Donc ça, c'est si vous êtes riche, si vous avez des ventilateurs de dernière génération, effectivement ça c'est aujourd'hui très très simple, ce qui offre également une sécurité supplémentaire puisque ces manœuvres automatisées peuvent être interrompues à tout niveau et à tout moment de la procédure si jamais un événement indésirable survient. Et puis si vous êtes un peu moins richement doté avec des ventilateurs de dernière génération, ce qui est encore possible même chez nous, il est aussi possible de faire des manœuvres de recrutement très efficaces simplement en faisant des CPAP par exemple, donc en basculant sur une modalité de ventilation type aide inspirateur PEP. Et donc on règle sa pression de phase d'expiration possible à la valeur de CPAP que l'on veut délivrer et la totalité de la manœuvre peut être délivrée assez simplement comme ça. Et en contrôlant le temps. Et en contrôlant évidemment la durée pendant laquelle la procédure donc, est maintenue. j'ai pas mal de questions, je pense, assez pratiques. Donc, Quelle pression, quel temps? Niveau pression, quel temps? Alors, vous l'avez vu, Même défaut de data formelle. Je suis passé vite dessus parce que les recommandations elles sont nombreuses, mais effectivement chez le patient non obèse, il est aujourd'hui proposé de se fixer des objectifs de pression à 30-40 cm d'eau, probablement pas besoin de monter beaucoup plus haut que ça, mais par contre en se fixant effectivement des objectifs de durée raisonnable, ce que l'on sait c'est qu'au bloc opératoire pour réouvrir un poumon dans lequel il y a quelques zones qui sont atelectasiées, il suffit de quelques secondes, 15-20 secondes suffisent pour réouvrir la totalité de son poumon. Donc ça ne sert à rien d'exposer le patient à des pressions aussi élevées pendant des durées de recrutement plus longues. Donc ma proposition, c'est qu'on cible 30-40 cm d'eau pendant 15-20 secondes chez le patient non obèse. Et chez le patient obèse, en se fixant des objectifs de pression un peu plus élevés, autour de 40-50. Et pareil, des durées de 20-30 secondes maximales suffisent pour réouvrir ce qu'il y a besoin de réouvrir au bloc opératoire. Bien évidemment, la chose est totalement différente en réanimation. Ok. Dans la série des questions, en fait, on a, tu nous as présenté des datas. Alors, certes, elles sont publiées en 2012 sur ce qui se passait sur les modes de ventilation dans nos blocs actuellement. Un des collègues là, qui nous regarde dit est-ce qu'il n'y aurait pas une place pour essayer d'implémenter un peu ces changements de pratique via la simulation, le travail en équipe, les ateliers. Évidemment, parce que l'une des questions qui m'est posée systématiquement, c'est ok, on comprend le concept, mais concrètement, comment fait-on, notamment le recrutement alvéolaire? Alors, je vous ai parlé de l'automatisation, mais même chez les patients, chez les collègues qui disposent de ventilateurs, qui disposent de ces modes automatisés, c'est comment concrètement fait-on, quoi. Et effectivement, il y a probablement une part intéressante de la question qui peut être réglée par la simulation. Ça ne règle pas tout, mais au moins ça permet de démystifier la procédure. Ou en tout cas des ateliers, peut-être pas la simulation haute fidélité, mais en tout cas des ateliers de réglage. Ouais. Effectivement, il y a un sujet là-dessus. Une question qui est sur, tu es passé assez rapidement, mais un certain nombre de ces... là, c'est un aspect de méthode peut-être. Un certain nombre de ces recos, finalement, sont sur des niveaux de preuve qui sont moyens, voire weak, faibles, et qui aboutissent à des recommandations forte. On gère comment cette espèce de discordance? Alors certaines sont toutes votées à 100%, ça veut dire 100% des experts qui étaient là étaient OK avec ça. Mais on sent qu'il y a encore des sujets sur lesquels il y a des choses où on est encore en weak, enfin en niveau de preuve faible. Alors, il y a des choses qui n'ont pas fait débat entre les experts qui étaient présents à l'occasion de ces recommandations. Le niveau de volume courant, tout le monde était OK. Le niveau de pression de fin d'expiration positive de départ à 5 cm d'eau, ça a fait un consensus très très large. Il n'y a pas eu question, il n'y a pas eu débat. Il est clair que
sur des aspects plus discutables comme le niveau de fraction inspirée en oxygène, la réalisation de ces manœuvres de recrutement, les niveaux de pression de plateau à cibler, aujourd'hui on ne dispose pas de preuves suffisantes dans la littérature pour dire de façon certaine et avec un niveau d'agrément extrêmement élevé entre les experts qu'il faut se fixer 40% de fraction inspirée d'oxygène. Pourquoi Mais 40, même pourquoi de pas façon 50? un peu provocateur, le niveau de preuve pour dire il faut se monitorer la driving pressure, la pression motrice et il y a des choses, il y a un faisceau d'arguments en faveur d'eux, mais on peut pas, effectivement, on n'est pas sur un niveau de Par preuve. contre, pour la pression de plateau, encore une fois, c'est une information dont on dispose tous sur nos ventilateurs. On avait l'habitude, on a eu l'enseignement qui nous a été délivré, en tout cas à moi, plus petit, c'était de dire qu'il fallait faire attention à la pression maximale dans les voies aériennes, la pression de crête quand on est en ventilation en volume contrôlé. Effectivement, ça ne veut pas dire que cette pression, il ne faut pas la surveiller, mais les informations qui nous sont rapportées par la pression de plateau sont probablement beaucoup plus pertinentes. Et finalement, comme on a accès à l'information, pourquoi ne pas simplement faire attention aux évolutions de la pression de plateau en cours de chirurgie? Effectivement. Deux questions alors assez pratiques. Est-ce que toutes ces recos sont valables pour des patients en intubation, je veux dire conventionnelle? Et une question sur qu'est-ce qui se passe quand la ventilation mécanique est administrée avec un masque laryngé? Excellente question. Alors pour les sondes d'intubation, aucun problème. Que vous travaillez dans un bloc opératoire qui fait de la chirurgie abdominale, digestive, urologique, vasculaire, peu importe, orthopédique, que sais-je, évidemment ces recommandations sont applicables dès l'instant. La question du masque laryngé est une vraie question, puisque autant ça ne pose pas de problème de régler son volume courant entre 6 et 8 et d'appliquer une pression de fin d'expiration entre 5 et 10 sur un masque laryngé, même avec des masques laryngés de moindre qualité. Ce qui est certain, c'est que même les masques laryngés de dernière génération ne permettent pas de délivrer des manœuvres de recrutement dès lors qu'on se fixe des objectifs de 30 ou 40 cm d'eau, puisque ça va fuir autour du masque laryngé. Donc effectivement, dès lors qu'on fait le choix, parce qu'on estime que la chirurgie peut être réalisée au travers d'un masque laryngé, en tout cas en utilisant un masque laryngé, effectivement, on fait le choix de ne pas pouvoir faire de manœuvre de recrutement à l'UR. Donc finalement, le choix du dispositif de ventilation, il repose aussi au fait sur ce qu'on anticipe être les risques respiratoires d'un patient X. Complètement. Et donc ça veut dire que si on part sur une chirurgie peut-être pas longue, mais peut-être un peu plus longue sur un patient à risque respiratoire, je ne parle pas de chirurgie très longue, bien sûr, alors eh bien, il faut peut-être avoir en tête que la façon qui sera peut-être la plus adaptée pour le ventiler, pour diminuer le risque des voies aériennes, sera peut-être de passer par une intubation. Oui, je suis d'accord. D'accord. Autre question, qu'est-ce qu'on fait au moment, c'est un petit peu évoqué, fin d'anesthésie, récupération de ventilation spontanée, quelle place pour l'AVS avec aide inspiratoire et PEP sur la fin de l'anesthésie? Alors c'est une super question, ça a été discuté, mais ça n'a pas fait l'objet de recommandations, puisqu'encore une fois, on n'a pas de données aujourd'hui pour l'étayer, mais alors vraiment pas du tout. Pour autant, ça a été un point qui a fait l'objet de discussion, et aujourd'hui, c'est quelque chose que personnellement je propose. Moi, effectivement, dès lors qu'on est sur la fin de l'intervention chirurgicale, que le patient ne nécessite plus une curarisation très profonde parce que le chirurgien a fini de faire ce qu'il avait à faire. Effectivement, pourquoi maintenir un niveau de sédation très profonde qui permette la ventilation en mode totalement contrôlé dès lors qu'on a la possibilité de le faire de façon plus light, entre guillemets. Et l'utilisation de l'aide inspiratoire PEP, la BSAI PEP, effectivement, est une modalité ventilatoire extrêmement intéressante, notamment pour gérer la fin d'intervention chirurgicale, dès lors que le patient, encore une fois, n'est plus curarisé. Les 10, 15, 20, 30 dernières minutes de l'intervention chirurgicale peuvent être effectivement complètement gérées de cette façon-là. Est-ce que on se dit qu'intuitivement c'est possible. Est-ce qu'on a là aussi des choses qui suggèrent que c'est bien de le faire ou c'est sur un rationnel qu'on entend, mais que la façon dont on gère en fait les voies aériennes et la respiration sur la fin de l'intervention a un impact? On ne sait pas ça. Ou non, on ne sait pas du tout. On sait pas du tout. Intellectuellement ou conceptuellement, on a envie de transposer au bloc opératoire ce qu'on fait en réanimation. Effectivement, quand le patient sort d'une période de quelques heures, quelques jours de ventilation totalement contrôlée, on le bascule sur un mode partiel, ou en tout cas la VSAI par exemple. Et on a envie effectivement au bloc opératoire de faire la même chose que ce qu'on fait en réanimation, c'est-à-dire après quelques heures de ventilation totalement contrôlée, dès lors qu'on a la possibilité de lui donner une certaine autonomie ventilatoire, on le fait. Mais effectivement, ça ne repose pas sur un niveau de preuve délirant. Il n'y a pas de preuve aujourd'hui que de faire ça
ça améliore quoi que ce soit sur le. J'ai une question juste sur la FiO2, on n'en a pas parlé à cette période. Ouais. Est-il correct de remettre le patient à FiO2 100%? Alors, il est totalement incorrect de remettre le patient à 100% d'oxygène avant de l'extuber. Là, pour le coup, il y a des données, notamment chez le patient BPCO, qui ont assez joliment montré que le fait de faire ça, de remettre 100% d'oxygène avant l'extubation, non seulement ça apporte rien, ça apporte quelques minutes de sécurité supplémentaires pour le cas où, effectivement, on serait confronté à une extubation compliquée. Mais sinon, quand on prend le patient 15, 20, 30 minutes après son extubation, ils sont souvent moins bien dès lors que l'extubation a été réalisée à 100% d'oxygène que si l'extubation a été réalisée à 30%. Oui, FiO2. Voilà. Donc, pour être clair, si votre patient n'est pas hypoxémique pendant la phase chirurgicale et que la chirurgie a pu se faire avec une fraction inspirée d'oxygène à 25, 30, 40, 50%, peu importe, il n'y a pas de raison de le mettre à 100% avant son extubation. La seule exception peut-être, et d'ailleurs c'est ce qui a été repris dans les recommandations en cas d'intubation difficile, les recommandations préconisent quand même de se donner une petite sécurité pour le cas où l'extubation serait potentiellement compliquée. Ouais. Une question sur le très spécifique. Est-ce que les manœuvres de recrutement restent valables pour un patient trachéotomisé? Bien sûr. Voilà. Et encore une question. Les modalités, cette fois-ci, on est en marge des recos, les modalités, c'est-à-dire de mettre positionner quelqu'un sous ventilation mécanique au moment de l'induction pour diminuer le risque d'atelectasie pulmonaire. Alors, ce que tu veux dire, c'est faire de la VNI pour l'induction? Entre autres. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éviter ou pour limiter le risque d'atelectasie pulmonaire post-induction? Alors, il y a plusieurs moyens qui sont possibles. Il y a l'installation du patient qui permet de gagner de façon très significative sur l'amélioration de la mécanique ventilatoire. C'est particulièrement vrai chez les patients obèses. C'est-à-dire en pratique? En pratique, plutôt que de faire l'induction d'anesthésie en position de décubiture salle stricte, on fait son induction avec un proclive, généralement aux alentours de 25-30 degrés. Il n'y a absolument pas de risque surajouté d'intubation difficile. Et au contraire, ça permet de gagner sur la mécanique ventilatoire d'une part, et d'autre part, ça permet de gagner sur le temps d'apnée sans hypoxémie. Donc c'est même à la limite une sécurité supplémentaire pour la situation où on n'aurait pas prévu une intubation ou une ventilation masque difficile. Donc juste pour revenir, il y a des belles démonstrations chez le patient obèse, chez le non-obèse. On commence à se dire... Il y a peu d'études qui ont été faites chez les patients non obèses, parce qu'en finalement, ces patients ne posent souvent pas trop de problèmes dans cette situation-là. Enfin, en tout cas, c'est le moment précis de la prise en charge. C'est vrai que l'essentiel des données sont disponibles chez le patient obèse. À titre personnel, les inductions d'anesthésie chez le patient non obèse, je les fais en décubitus dorsale, je ne les mets pas nécessairement en position proclive. Par contre, tous les patients obèses, effectivement, sont induits en position proclive. Le second moyen, c'est effectivement l'utilisation de la VNI. Dès lors que votre ventilateur permet de faire de l'aide inspiratoire PEP, cette modalité ventilatoire est utilisable pour la préoxygénation des patients. On fait de la ventilation non invasive au bloc opératoire, sur le même principe exactement que ce que l'on fait en réanimation. Et encore une fois, le fait de faire de la VNI pour la préoxygénation des patients au bloc opératoire permet de gagner du temps d'apnée sans hypoxémie, de la sécurité supplémentaire pour le patient. Et ça se traduit également par des quantités de tissus atelectasiés qui sont objectivement moins importants dans les études, en tout cas qui ont fait des scanners avant-après. Ouais, quand on regarde la morphologie pulmonaire. Ok. Encore une question en pédiatrie? Oula. Je savais qu'elle allait te plaire, celle-là. En fait, ça n'a pas été étudié spécifiquement, c'est ça? Alors, il y a plein de travaux en pédiatrie. Alors, il y a la pédiatrie et la néonatologie. On va dire pédiatrie. On va pas aller chez Plus les enfants sont petits, plus le risque de collapsus et de formation d'atelectasie est important. Et plus le risque de survenue de complications ventilatoires est finalement élevé. Et donc, plus ces stratégies prennent leur sens également chez les patients les moins âgés, on va dire ça comme ça. Et donc, quand on fait de la pédiatrie et a fortiori de la néonatologie, les stratégies dont on a parlé, de l'application d'une pression de fin d'expiration positive et une manœuvre de recrutement alvéolaire, prennent également tout leur sens chez ces patients-là. Alors après, on peut discuter effectivement des niveaux de pression auxquels il faut probablement exposer ces enfants-là. Les experts de la pédiatrie, ce que je ne suis pas, disent que chez un enfant de morphologie normale, 30-35 cm d'eau de pression maximale pour le recrutement alvéolaire suffit. Et donc de la même façon que ce qu'on propose chez l'adulte, on peut le transposer chez l'enfant. Donc la logique est la même, on travaille avec un volume courant en se fixant des objectifs raisonnés, on fait du recrutement alvéolaire et on met une pression de fin d'expiration après le recrutement.
Ok, ben, un grand merci pour cette intervention et pour la séance de questions qui ont été fournies. On n'a pas pu répondre à tout, mais je vous remercie d'avoir participé activement en envoyant vos questions. On vous retrouvera dans un mois pile avec une nouvelle session des 30 minutes d'actu. Je vous rappelle aussi que le 4 décembre, vous avez accès à la JMT Réanimation. Elle se tiendra Paris-Sorbonne et sur le thème de la neuroréanimation. Et puis vous retrouverez le 1er février notre congrès ISFAR, samedi 1er février, du matin tôt à la fin d'après-midi, avec plein de sessions, également en interactivité. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt sur l'ASFAR. Bonne fin de journée.